Ce dernier point est bien entendu et je reviens sur le tout premier. Tu dis que la première qualité, c'est d'avoir un esprit libre. Et Oui. ça me renvoie au titre entrepreneur libre et même profession entrepreneur libre. Pour certains, c'est évident. Et pour d'autres, certains pourraient penser qu'il y a une contradiction dans les termes. Alors, en d'autres mots, quel est le but? Quel est le moyen? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être libre pour être entrepreneur? Tu y as plus ou moins répondu. Ou est-ce qu'il faut entreprendre pour gagner sa liberté? Au fond, c'est quoi le but ultime? Alors, effectivement, j'ai eu de longues conversations avec mon éditeur concernant profession entrepreneur libre. Est-ce que ça ne devrait pas être juste profession entrepreneur? Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent, mais ok, être entrepreneur, c'est sympa, mais je vais être en fait, je vais être enchaîné au travail, je vais devoir payer une tonne de taxes et d'impôts, je vais avoir des salariés, du coup, je pourrais plus gérer mon temps parce que je devrais tout le temps être en train de les encadrer, etc., etc. Et donc, ils ont bien du mal à s'imaginer être le gars sur la plage qu'on voit sur ma couverture. Alors qu'en fait, ce que j'explique dans le livre, dans la première partie, qui est Êtes-vous fait de la trempe dont on fait les entrepreneurs, c'est que j'explique en fait toutes les bonnes raisons de ne pas se lancer. À 79 bonnes raisons, on a mené une étude auprès de 201 porteurs de projets qui se lancent jamais, et c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent. Il y en a 79. Et ce qui est intéressant quand on observe cette liste, c'est de se rendre compte, mais en fait, je ne veux pas rester coincé dans le schéma de pensée imposé par l'extérieur. Et ça ne sert à rien d'entreprendre pour rester coincé dans le schéma de pensée imposé par l'extérieur. Au contraire, il faut le faire selon ses propres règles et dire, voici combien de temps je suis prêt à travailler. Voici quels sont mes horaires sacrés qu'on ne peut pas interrompre. Voici le temps avec mes enfants. Voici le temps où je dors. Voici le temps, le week-end que je veux consacrer à moi-même ou à mes passions. Il faut être capable de fixer les règles et ensuite de dire, OK, je vais faire fonctionner l'entreprise à l'intérieur de ces règles-là. Pour moi, ça veut dire, par exemple, travailler sur mon entreprise qu'un jour par semaine. Donc, j'ai choisi en fait d'avoir tous mes rendez-vous avec mon équipe, le temps stratégique, le temps de gestion des interactions avec les clients, etc., sur une journée par semaine le jeudi. Et, et de faire en sorte que l'entreprise tourne au sein de ces règles qu'on a fixées. Et quand on fait ça, on devient entrepreneur libre. Quand on se contente de dire j'ai immatriculé une micro-entreprise ou une SARL et donc je suis entrepreneur, selon moi, c'est pas suffisant. Tu démarres ton livre en déclarant il est urgent de se lancer. Alors, imaginons quelqu'un qui veut ou qui est en train de se lancer. Pour lui, qu'est-ce qu'il est urgent de faire? La première chose qui est urgente de faire quand on est sur le point de se lancer, c'est ce que j'appelle le business plan express. C'est décider, en fait, voilà combien je veux que mon entreprise me rapporte, net, après impôt, et ensuite faire le calcul dans ce sens-là. Donc, dans le livre, j'explique le fait que la plupart des gens, ils font le calcul dans l'autre sens. Ils disent, bon, si je me lance et que je vends un produit à 100 euros, combien je pense que je peux en vendre? Et du coup, combien est-ce que je peux espérer en gagner? Et en fait, comme ils font jamais vraiment cette réflexion de façon très claire et nette, ils se retrouvent dans la situation, c'est le cas de beaucoup de gens, certes, ils ont une entreprise, mais ils ne se payent pas. Et ça vaut pas le coup en fait. C'est ce que j'explique en partie une, c'est en moyenne, l'entrepreneur moyen, il travaille plus qu'un salarié et gagne 10% de moins. Et il vit moins longtemps aussi. Alors, c'est pas la peine de créer une entreprise pour être entrepreneur moyen. Alors que quand on regarde, par contre, les 10% d'entrepreneurs qui ont plus de succès, selon les études de l'INSEE, les 10% d'entrepreneurs qui ont plus de succès figurent parmi les 1% d'actifs les mieux rémunérés et qui ont le plus de liberté. Autrement dit, il suffit de pas grand-chose. Il faut pas, c'est plus la peine d'être dans les top 1%. Il suffit de pas grand-chose pour être dans le top 10%. Et quand on est dans le top 10% juste des entrepreneurs, on est dans le top 1% de la population. Donc, quand on se lance, ce qui est urgent de faire, c'est de faire ces décisions, de dire, ben, voilà le temps que je suis prêt à consacrer à mon entreprise et voilà combien je veux que ça me rapporte net. À partir de là, on calcule combien est-ce que l'entreprise va faire de bénéfices brut. À partir de là, à partir des marges dans notre secteur, combien est-ce qu'on doit faire de chiffre d'affaires. À partir de ce chiffre d'affaires et qu'on sait grosso modo combien on va facturer au client, ben, combien de clients il me faut. Et du coup, je peux maintenant, c'est un terme d'ingénieur, dimensionner. Je peux maintenant dimensionner, c'est-à-dire choisir la quantité d'efforts de marketing, de communication nécessaires qui me permet d'avoir mon nombre de clients que je vise et tac, 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 par effet de cascade,
de finir par me payer exactement ce que j'avais décidé au départ. Et quand on fait ça, c'est la première étape urgente à faire pour devenir entrepreneur libre. On touche là au cœur d'une entreprise, c'est la finance. Et dans ton livre, il y a des conseils très pratiques, très précis. Par exemple, sur le plan fiscal et financier, quel mois de l'année ne faut-il jamais immatriculer une entreprise et pourquoi? Alors, le mois de l'année où il faut jamais immatriculer une entreprise, roulement de tambour, c'est maintenant. C'est-à-dire, la plupart des gens, en fait, mettent les démarches administratives beaucoup trop tôt dans leur parcours. Et au contraire, les démarches administratives ne valent la peine que quand on a déjà cerné le projet. Donc, fait les calculs dont je parlais, le Business Plan Express, fait notre étude de marché express, c'est-à-dire été à la rencontre des clients, obtenu au moins 30 réponses qualifiées de clients qui nous permettent de savoir de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs difficultés, quels tarifs ils sont prêts à payer et quels arguments vont les convaincre. Et à partir de ça, commencer à créer notre message et avoir au minimum le premier ou les premiers clients qui arrivent chèque en main ou carte bancaire en main et qui nous demandent « OK, je signe où ?» Et c'est à ce moment-là qu'on démarre les démarches administratives. Ce qui est complètement différent de ce que font la plupart des gens. Ils vont se dire, bah, OK, il me faut acheter 4 murs, prendre un prêt, embaucher 2 assistants ou assistantes. Ils vont lancer tout ce processus-là en premier et ensuite seulement s'interroger sur, ah zut, c'est bizarre, ça fait 3 semaines qu'on a ouvert la boutique, il n'y a pas de clients. Donc, quand on retourne les deux, on augmente énormément nos chances de succès. Ça, c'est un principe qui est vraiment au cœur de ta méthode. Il faut valider son projet avant de faire des investissements financiers trop lourds. Est-ce que c'est vraiment transposable à tout type de projet, à tout type d'entreprise et même à tout type d'entrepreneur? Prenons l'exemple de l'entrepreneur ultra angoissé. Pour l'entrepreneur ultra angoissé, mon conseil est suivant. De diminuer notre stress, non pas en trouvant de meilleures sources de financement, mais en essayant de faire en sorte de faire disparaître ce besoin de financement. Et donc, mon conseil, c'est, dans le livre, effectivement, de valider le projet avant de se lancer dans des investissements coûteux, mais c'est aussi de valider le projet d'une façon qui nous permette d'éliminer les investissements coûteux en question. J'enseigne notamment une stratégie créée par le fondateur de Skype, qui consiste à utiliser la technique des zéros. Et la technique des zéros consiste à un processus qui nous permet de dire, mais en fait, est-ce qu'il me serait possible de lancer cette même activité en ayant 0 coût dans les domaines les plus coûteux traditionnellement pour une entreprise de ce type? Je vais vous donner un exemple. Ma première activité, c'était une école de danse latine. Donc, j'enseignais la salsa cubaine, la salsa portoricaine, la rueda de bachata à Nantes. Et donc, ça, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, quand j'ai développé cette activité, un des problèmes que je voulais à tout prix éviter, c'est le problème de la plupart des entreprises de ce secteur. C'est pour créer une école de danse, il faut un local. Et le loyer, au final, s'avère être la plus grosse dépense de l'entreprise. Et même au début, pour la plupart, c'est non seulement la plus grosse dépense, mais c'est plus grosse dépense que les salaires parce qu'ils ne se payent pas de salaire, parce qu'ils doivent payer le loyer. Donc, j'ai cherché comment est-ce que je veux faire pour éliminer ça complètement. Et en fait, j'ai trouvé un bar qui venait d'ouvrir avec une ambiance, alors, j'ai dit latino, mais techniquement, c'était un bar avec une ambiance espagnole. Et je suis allé les voir et j'ai dit, votre bar vient d'ouvrir. Vous venez de lancer, il n'y a pas grand monde. Vous avez une salle où il y a un miroir. Est-ce que je pourrais faire mes cours de salsa dans le bar, dans cette salle? Vous, ça vous fait du monde, du coup, en plein milieu de la semaine, alors que voilà, le mardi, mercredi, jeudi, c'est pas les soirs les plus actifs pour un bar en centre-ville. Et du coup, en même temps, toutes ces personnes-là, ils vont venir et ils vont prendre un verre et ça vous fait de la clientèle. Et donc, quand on a signé ce partenariat, ça m'a permis d'avoir un local avec 0 loyer et ça a permis à ce bar d'avoir, alors au début, c'était 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Et au final, j'ai fini avec 150 élèves. Donc, le bar, en fait, il était plein 3 soirs par semaine grâce à ça. Et quand j'organisais des stages ou autres, ça leur faisait du monde aussi les week-ends. Donc, en fait, ce genre de réflexion, dans ce cas-là, c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais il y a d'autres stratégies que j'enseigne dans le livre. Ce genre de réflexion ont pour objectif de nous amener à éliminer l'investissement lourd
Et donc, pour l'entrepreneur stressé ou le porteur de projet stressé, il n'y a rien de plus relaxant que de se dire, mais en fait, ouais, je peux démarrer mon entreprise avec 1 euro de capital parce que la plupart du capital dont mon entreprise a besoin, en fait, il est dans ma tête, dans ma capacité d'innovation. Et si je peux mettre ça en place, eh bien, l'entreprise va prospérer. Alors, à l'inverse, il y a des modèles d'affaires que tu recommandes d'éviter à tout prix. Mhm. Si tu peux Les nous en... modèles d'affaires que je recommande d'éviter à tout prix sont ceux qui attirent pourtant la plupart des gens au moment où ils envisagent de se lancer pour la première fois. Le premier modèle d'affaires, c'est celui de la plateforme. Je dirais, c'est même, si on regarde les causes d'échec de ceux qui lancent des jeunes pousses, des startups, c'est sûrement le modèle qui crée le plus de catastrophes, le plus d'histoires tristes. Parce qu'en fait, la plateforme, pour expliquer, la plupart des entreprises vendent un produit ou un service à un client. Donc, votre but, en fait, c'est juste trouver le client et lui vendre le produit. Être une plateforme, ça veut dire avoir un client d'un côté qu'on connecte à un autre type de client de l'autre côté. Si je suis Airbnb, je dois connecter un propriétaire qui a des logements à un locataire qui veut louer un logement. Si je suis Uber, je dois connecter un chauffeur qui est dans une voiture en train d'attendre un passager à un passager qui est dans la rue en train d'attendre un chauffeur. Bon. Créer ce genre de connexion, ça coûte une fortune. Quand je dis une fortune, ça se compte même pas en millions, ça se compte en centaines de millions, voire en milliards d'euros. Parce que je dois faire du marketing intense pour très très vite acquérir suffisamment de public sur les deux dimensions. Parce que si je ne réussis pas, si j'arrive à avoir 1 million de passagers qui téléchargent mon app, mais que j'ai qu'une vingtaine de chauffeurs, eh bien, très, très vite, les gens font désinstaller mon application parce que ça n'a aucun intérêt. C'est impossible de trouver un chauffeur. Allez hop, on va remettre Uber. De la même façon, si j'ai 1 million de chauffeurs, mais que j'ai que 20 passagers, ça ne va pas le faire non plus parce qu'ils ne vont pas trouver l'intérêt. Donc, quand on choisit de créer une application, une plateforme de rencontre, une plateforme automobile, une plateforme de location ou autre, le business model de la plateforme, ça consomme énormément de ressources financières et la plupart des entrepreneurs n'ont pas accès au volume de ressources nécessaires pour faire en sorte que ça décolle. Le résultat, c'est que lancer une plateforme, c'est quasiment se condamner à faire faillite. Et donc, ce que j'explique dans un des bonus du livre, c'est qu'il y a des stratégies pour compenser ce problème. Si vraiment vous insistez, si vous n'êtes pas partie des gens qui aiment bien, quand vous voyez une vitre, taper la tête dessus jusqu'à ce que votre tête passe au travers, c'est possible de réussir avec une plateforme, mais ça nécessite bien sûr d'aller chercher des investissements immenses de capital, soit d'avoir une stratégie d'abord hyper locale. C'est comme ça que c'est développé Airbnb d'abord. Juste, OK, on va se lancer à San Francisco, on va dominer juste ce marché-là et ensuite on va avoir assez de fonds pour pouvoir s'élargir dans d'autres villes. C'est comme ça que c'est développé Bumble, par exemple, le site de rencontre. C'est OK, on est sur un campus, puis on est sur 7 villes, puis on va essayer dans la région et ensuite on va essayer de grandir. Ou alors, l'autre stratégie, c'est de dire, en fait, au lieu d'aller chercher ces deux publics et d'avoir des millions à dépenser de chaque côté, je vais d'abord essayer d'avoir un tout petit groupe dans un public qui attire des millions de personnes. C'est la stratégie de masterclass.com, de dire au lieu de devenir dès le départ une plateforme qui va avoir des milliers d'enseignants et des milliers d'étudiants, comme Udemy par exemple, eh bien on va faire quelque chose de différent. On va essayer d'avoir juste 5 profs, mais les 5 profs, c'est Dustin Hoffman qui enseigne comment être acteur, Christina Aguilera qui enseigne comment chanter, Usher qui enseigne comment danser sur scène, Wayne Herzog qui enseigne. Et en fait, avec la célébrité de ce tout petit groupe, c'est pas difficile d'attirer des millions de personnes parce que des millions de personnes ont entendu parler de chacun de nos enseignants. Et ça, c'est l'unique stratégie, celle-ci et celle d'être hyper local, qui permettent de faire marcher une plateforme avec un bon taux de réussite sans avoir des centaines de millions d'euros de côté. Si vous avez des centaines de millions d'euros de côté, par contre, allez-y, faites-vous plaisir et n'hésitez pas, je vous donne mon adresse PayPal, à m'envoyer quelques rémunérations pour ça. Mais sinon voilà, c'est un modèle d'affaires à éviter comme la peste, la plateforme.